Olá, tudo bem? Je suis Céline. Je suis née en France, mais j'ai toujours eu la tête au Portugal, mon pays de cœur. Alors je l'ai exploré, je l'ai étudié et aujourd'hui je veux t'emmener en voyage avec moi dans l'intimité d'hommes et femmes d'origine portugaise dont le destin les a parfois embarqués à des milliers de kilomètres de leur terre natale. Des histoires imprégnées de saudade, de courage et d'humilité, comme un héritage aux générations d'après qui continuent d'écrire l'histoire de ce pays. Bonne traversée et à déjà. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir Cristina à mon micro. J'ai rencontré Cristina à travers son deuxième roman paru en 2022, Saudade. La ville de Porto en couverture, il n'en fallait pas plus pour attirer ma curiosité et commander le livre, à Porto en plus, puis plonger dans une histoire touchante dans laquelle je me suis reconnue de nombreuses fois en tant que franco-portugaise. Dans cet épisode, Cristina partage son histoire personnelle avant l'écriture, celle d'une jeune fille née en France, mais qui à 15 ans partira seule au Portugal vivre avec sa tante en attendant que ses parents reviennent au pays. Ils n'y retourneront finalement qu'à leur retraite, mais Cristina continuera de grandir avec le manque des siens, comme si elle reproduisait dans le sens inverse la bouleversante histoire qu'ont connue de nombreux Portugais. Une vie étudiante à Porto épanouissante, les premières expériences professionnelles, et c'est dans ces belles années que Cristina tombe amoureuse et accueille son premier petit garçon. Un mariage express et un retour au village, Cristina vit une vie qu'elle n'a jamais souhaitée. Déterminée et courageuse, elle repart en France pour retrouver une vie à 100 000 à l'heure dans laquelle elle peut s'accomplir dans plusieurs rôles, mère et femme. C'est à travers un récit sincère, émouvant et à la fois très joyeux que vous ferez connaissance avec celle qui se cache derrière le nom d'autrice, Cristina de Amorim. Elle nous parle de son attachement au Portugal, de ses rêves et de l'obsession qui la pousse à écrire des récits encore plus personnels pour pouvoir les partager avec ses parents. Cette conversation avec Cristina était à l'image de sa plume, un voyage authentique, intime et empreint de saudade. Je vous laisse découvrir son récit et à déjà. Alors, je suis Cristina, on me connaît sur les réseaux sociaux en tant que Cristina de Mourin. En fait, c'est pas mon vrai nom, c'est un nom que j'ai emprunté à ma maman, c'est son nom de jeune fille. Parce que bien plus tard, quand j'ai voulu être publiée, je ne voulais pas donner mon nom de famille. Je ne voulais pas que mes enfants soient directement reliés à moi. Et puis, il y avait cette espèce de pudeur, d'humilité. Bon, je suis née à Paris, donc en 1977. Mes deux parents sont portugais. Ils ont immigré au début des années 70. Mon papa est arrivé en France à l'âge de 16 ans. Il est resté tout seul même. Mon grand-père était venu quelques années auparavant, mais il ne s'est pas du tout plu et ni adapté à la France. Surtout le climat, ça on me l'a beaucoup répété, le manque de soleil, le ciel toujours gris, c'est quelque chose qu'on entend toujours encore beaucoup. Et mes parents se sont rencontrés dans un bal assez traditionnel au Portugal. Ils se sont mariés, ma maman avait 18 ans et donc elle l'a rejoint naturellement en France. Donc moi, je suis née dans un quartier très cossu de Paris, un Paris 17e, Porte-Maillot. Tous mes amis que je fréquentais habitaient dans des super grands appartements, etc. Et moi, j'étais dans la petite loge de concierge. Donc un classique, j'ai envie de dire, mais c'est quelque chose, je pense, tous les enfants qui ont vécu ça, c'est quelque chose qui nous a évidemment profondément marqué parce que tout petit déjà, on sent cette énorme différence et ça m'a vraiment façonné mon enfance et puis après plus tard mon parcours. J'ai eu, je pense, eu une enfance quand même assez heureuse. J'étais vraiment dans des écoles chouettes. Très tôt, j'ai été à l'école portugaise. D'abord à l'école primaire, donc c'était 2 fois par semaine, je crois. Et puis plus tard, dans une école vraiment... mais d'ailleurs, j'ai rencontré le fondateur il n'y a pas très longtemps dans un endroit qui s'appelle Comptoir da Saudade à Paris, très drôle, où j'avais été présenter mon livre. Et puis il me dit, mais alors qu'est-ce que tu as fait? Tu parles bien portugais? Tu as été où? Et je lui dis, bah oui, j'ai été à l'école Boissière. Il dit, mais je suis le fondateur. Donc c'était assez incroyable. Le monde est petit finalement, les Portugais en France. Je peux dire que oui, j'ai eu une enfance assez... j'étais pas malheureuse, j'ai pas subi
je l'entends beaucoup et j'ai entendu les autres podcasts, les autres invités, certains qui disaient qu'ils avaient été victimes vraiment de racisme. Moi, j'avais droit aux petites remarques. Conchita, ah ben on va demander alors pas Christina, à Christine, et ça je vais revenir dessus d'ailleurs. On va demander à Christine de faire le ménage dès qu'il y avait un truc qui se renversait, etc. Bon, mais je trouvais pas ça bien méchant, j'ai pas souffert de ça. Ce qui m'a fait le plus, on va dire, souffrir, c'est voilà, la différence de niveau de vie, ça c'est sûr. Quand j'allais chez mes copines, chez mes copains, les rares fois où j'ai été autorisée à le faire, parce que il y avait vraiment une peur des autres, de l'inconnu. Et peut-être, je pense que mes parents voulaient pas justement que je souffre de cette différence, comme on était dans des quartiers hyper huppés. Donc forcément, les parents avaient des professions voilà, qui n'avaient rien à voir avec ma maman qui était gardienne et mon père qui n'était pas maçon. Il échappait un peu au cliché. Pour le coup, il avait essayé quand il est arrivé en France, mais il trouvait ça trop dur aussi. Puis il a eu une opportunité en fait en face de l'immeuble où ma mère avait la loge. Il y avait une boîte de cadeaux d'entreprise, il cherchait un magasinier et il y a fait toute sa carrière. Mais bon, voilà, c'était pas. Moi, j'avais des copines. Leurs parents, ils étaient DRH, directeurs, ils avaient un labo, etc. Bon, grosse différence. Et donc, les fois où j'étais autorisée à y aller, bah voilà, ils avaient la femme de ménage portugaise, la gouvernante portugaise, et je revenais à la maison, je racontais tout ça, et je voyais que mes parents, ils étaient pas à l'aise avec ça. Donc, c'était même pas moi qui n'étais pas à l'aise, finalement, c'était mes parents. Ils avaient peur que je me sente mal. Et ce malaise, j'ai envie de dire que c'est peut-être plus eux qui me l'ont fait ressentir que moi, et ça s'est accentué avec le temps parce qu'ils ont voulu vraiment mettre des barrières. Donc, un peu une espèce de contrôle sur mes amitiés quand on voyait que c'était des gens où il y avait vraiment une trop grande différence de niveau. Ils mettaient un peu le haut là, et je me rappelle d'ailleurs en troisième, et ça a été une vraie cassure et un vrai tournant pour la suite. En troisième, j'avais une copine qui s'appelait Audrey, je me rappelle encore. Donc ses parents avaient plein de boutiques de fringues dans le Sentier, donc appartement, avenue Niel, 200 mètres carrés. Je la fréquentais beaucoup, donc en troisième, j'étais déjà un peu plus grande. Donc bon, je feintais un peu, je sortais, je disais non, non, mais je sors à 18h, j'étais sortie à 16h, et donc on allait chez elle, et donc elle avait donc sa chambre, sa ligne téléphonique, elle avait toutes les dernières fringues à la mode, etc. Et mes parents trouvaient qu'elle avait une trop mauvaise influence sur moi, au point où ils ont été voir le proviseur du collège pour lui demander de nous séparer, de changer de classe, et surtout veiller à ce qu'on ne se fréquente plus. Et pour moi, ça a été la honte de ma vie. Et là, ça a vraiment été une vraie cassure. Parce que je me sentais étouffée. Non seulement j'avais pas de liberté, mais en plus, même à l'école primaire, j'avais pas le droit d'aller en classe de nature, classe de neige. Voilà, c'était, et je ne comprenais pas pourquoi finalement, parce que bon, moi je me sentais quand même pleinement intégrée, j'avais des copains, j'avais des copines, et voilà, je pense que c'était une forme de protection, mais bon, ça n'a pas eu l'effet compté en tout cas. Donc à la fin de la troisième, ce qui s'est passé, c'est que moi j'étais en conflit total avec mes parents, et mes parents à ce moment-là ont réfléchi à m'envoyer au Portugal, parce qu'eux-mêmes avaient en tête de repartir là-bas. Et à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi pas. Pourquoi pas, parce que moi, au Portugal, j'y allais tous les étés, hein, comme nous tous, fils d'immigrés. J'avais mes cousines, il y avait les sorties, il y avait les balles, etc. Donc moi, j'avais ce côté festif en tête, et je me disais, ouais, ça va être génial, je vais faire tout ce que je veux. Donc je suis partie à 15 ans, à la fin de la troisième, vivre chez une tante qui avait 3 filles, donc une fille de mon âge, et les 2 autres un peu plus âgées. Je m'entendais très bien avec toutes les 3, mais les 2 autres les plus âgées étaient parties faire des études déjà, une à Coimbra et une autre à Aveiro. Et là, les premiers temps, ça a été super parce qu'effectivement,
je jouissais d'une liberté, pourtant, c'était dans un petit village, du nord du Portugal, donc qui s'appelle, Melgaço, donc c'est, Alto Minho. C'était vraiment un petit bled, mais il y avait ce truc de le matin, on allait en car, au lycée, il y avait pas le contrôle sur les horaires de sortie parce que pour retourner à la maison, il fallait prendre le car, donc quand les profs étaient absents, on allait en ville, on allait boire des verres, des cafés et cetera. Donc les premiers temps, c'était super. J'étais un petit peu la star du lycée en plus parce que, bah, j'arrivais de la France, donc bah, bon, ça on m'a appelée la française, bien sûr, mais il y avait cette curiosité. J'étais un peu un ovni. Il y en avait pas encore beaucoup à l'époque, qui faisaient ça, même s'il y en avait une autre, qui était je me rappelle, qui s'appelait Christina aussi, qui est arrivée en même temps. Je me suis fait rapidement plein d'amis et donc ça s'est très bien passé. Mais en parallèle, je commençais à voir que, bah, la vie là-bas tous les jours, c'était pas la vie qu'on observait pendant les vacances, où c'est, bah, bon, quand tu vas au mois d'août et bah, tu as grand soleil, il y a des fêtes tout le temps, il y a du monde tout le temps qui passe et cetera. Mais en fait, une fois que le mois d'août est passé, surtout quand tu es dans un bled paumé comme, Melgaço, et ben il se passe plus rien. Mes parents me manquaient quand même beaucoup. J'ai un frère également, on a 9 ans de différence, mais bah, je l'ai quitté, enfin je l'ai quitté quand je suis partie de France, il était quand même encore tout petit, donc j'ai eu l'impression quand même qu'on a manqué quelque chose et on a vraiment manqué quelque chose puisque cette relation, elle a été difficile à construire finalement. Même si je lui écrivais, beaucoup, déjà à l'époque, j'écrivais beaucoup, bah, il me manquait ce truc et ma mère m'écrivait, m'envoyait des colis régulièrement et cetera et je me rappelle, je me mettais à pleurer, et ma tante me dit: «Mais pourquoi tu pleures? C'est quoi ton problème? Ta mère te manque? Oh, c'est bon, tu la reverras dans 8 mois». Bah, en fait non, je suis peut-être j'étais peut-être un peu trop jeune pour être séparée de mes parents finalement. Donc j'ai eu ce cheminement. Malgré tout, j'ai poursuivi mes études quand même là-bas. Je suis partie vivre à Porto, donc toute seule, hein, toujours mes parents m'envoyaient de l'argent et bah, j'ai cherché mon appartement, donc j'ai fait mes inscriptions, toute seule, les trajets et cetera. Aller au Portugal, vivre à l'âge de 15 ans, ça m'a appris à être, beaucoup de faire preuve de beaucoup d'autonomie, d'apprendre à me débrouiller toute seule. J'ai fait des études de lettres à Porto. C'est la continuité, de ce qui s'était, produit depuis toute petite et je vais revenir, dessus après. Entre-temps, j'ai rencontré l'amour. Comme disait l'amie d'une copine, tombei amorosa. Ça me faisait beaucoup rire. Tombeau amoureuse et je suis tombée enceinte à 23 ans et je m'en suis aperçue, bah, c'était un peu tard et donc bon, évidemment, je l'ai gardé, donc j'ai été maman à 24 ans. Ça a été, pour moi, c'est comme si j'avais, alors c'est très dur ce que je vais dire peut-être et évidemment, je regrette absolument pas d'avoir eu, mon fils, bien entendu, mais ça a été un espèce de boulet finalement qu'on m'a mis, au pied parce que tout ce que je voulais faire, et ben, ça s'envolait. J'étais à Porto, j'avais étudié, travaillé dans un lycée en tant que professeur. J'avais enseigné le français, langue étrangère, portugais, langue maternelle. Je me voyais bien rester là-bas. Par contre, le papa de mon fils, bah, lui, il était au bled, il était à Melgaço et c'était hors de question de partir. Il avait une vision un peu plus étriquée de la vie. Voilà, je sais pas si j'étais pas tombée enceinte, enfin, je pense d'ailleurs clairement non, que je ne serais pas restée avec lui. Mais bon, voilà, c'est comme ça les conventions, bah, j'avais pas le choix finalement, donc bah, pour le bien-être, bah, je me suis mariée, vite fait, à la mairie. J'étais enceinte, jusqu'aux oreilles, en jean déchiré. On était que tous les 2. On a pris, deux personnes qui travaillaient à la mairie en témoin parce qu'il fallait le faire. Et là, j'ai commencé à sentir un malaise. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais?
Et mon fils est né, et le malaise grandissant, mes parents n'étaient toujours pas rentrés, mon frère me manquait. Je me suis sentie, vraiment, comme si j'avais été, prise en otage. C'était une vie, en fait, que je ne voulais pas avoir, mais que je subissais. J'ai eu du mal à trouver du boulot après mon accouchement. Melgaço, c'était une petite ville, quoi. Et puis là, j'ai dit non, mais en fait, j'ai pas envie de rester ici. Je veux retourner en France. Tout me manque trop de là-bas. J'ai envie d'y retourner. Dans ma tête, je me disais, en fait, le père de mon fils, il va pas vouloir suivre. Et c'est terrible, mais en fait, j'espérais ça. Et ben finalement, il a suivi. Donc bon, il est venu avec moi en France. Ouais. Il s'est passé ce qui devait se passer. Et ça aussi, je savais que ça allait se produire. C'est que moi, j'avais envie d'avoir une vie à 1000 à l'heure. J'avais quand même d'autres ambitions. Lui, il était plutôt pépère. Et ça n'a pas du tout collé. Moi, j'ai trouvé du boulot très rapidement. Lui, ça a été beaucoup plus difficile. Moi, j'ai monté les échelons vite. Lui, non, il se levait très tôt. C'est vrai qu'il trimait. On va pas dire le contraire. Et donc, les premiers conflits ont commencé à arriver, hein, parce que j'étais trop ambitieuse, je ne pensais qu'au boulot, etc. Donc, bon, on a fini par se séparer. Ça a été très violent. Et donc, c'est moi qui ai eu la garde de notre fils. Et pourquoi est-ce que j'explique ça dans le détail, hein, je ne suis pas en train de faire une psychologie ou une thérapie de couple. C'est que donc mon fils aîné, a développé une espèce d'aversion au Portugal parce que c'est comme son père ne s'est plus du tout occupé de lui après. Pour lui, c'était le Portugal. Et donc aujourd'hui, mon fils, quand on lui parle du Portugal ou d'aller là-bas, il a les poils qui se hérissent. Et ça, c'est vraiment une tristesse infinie pour moi, parce que c'est nos origines, et j'aimerais qu'il arrive à faire la distinction entre une personne, une histoire de vie et le pays. Et aujourd'hui, le Portugal, c'est hyper important pour moi. J'ai longtemps vécu en conflit avec le Portugal parce que le Portugal, finalement, c'est celui qui m'avait séparée de ma famille. J'en ai voulu pendant un moment, mais je leur ai jamais dit à mes parents, de ne pas m'avoir récupérée à un moment donné. Ils voyaient que j'étais dévastée à chaque fois qu'ils repartaient à la fin du mois d'août. Je leur en ai voulu parce que finalement, je me suis dit, j'aurais pu avoir une autre vie. Mais ça, voilà, ça après, avec la maturité arrivant, on se dit rien n'arrive au hasard, et c'est comme ça. Et je me suis construite avec ces expériences. Et si j'ai pu faire ce que j'ai fait aujourd'hui, où j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à ça aussi. Par contre, quand je dis que j'étais très heureuse pendant mon enfance, et que je pense pas avoir souffert particulièrement d'être la fille de Conchita, comme certains me disaient, etc. Je sentais quand même un espèce de manque et de nostalgie qui planait tout le temps à la maison. Mes parents ne vivaient que pour le mois d'août. Et de cette différence, je savais pas comment la combler. Et un jour est arrivée dans ma vie une prof qui s'appelait Madame Petitjean, je me rappelle encore, qui était amoureuse de la littérature, et c'était à l'école primaire, hein. Et donc elle avait une bibliothèque dans notre classe qui était incroyable, et à chaque fois qu'on avait terminé les activités, on avait le droit d'aller lire. Et donc moi, j'étais assez bonne élève, je terminais de plus en plus vite pour aller lire. Et là, j'ai commencé à plonger dans les mots. Donc ça a été d'abord la lecture, donc je lisais, et après l'écriture, parce que ça ne me suffisait plus, donc j'avais envie de raconter mes propres histoires et d'inventer mes propres histoires. On le sait tous, la majeure partie des Portugais sont quand même assez pudiques, on parle pas beaucoup, on n'exprime pas ses sentiments, et ça, c'est quelque chose que j'enviais beaucoup dans les autres familles. Je me rappelle, j'avais ma meilleure amie qui s'appelait Myriam, et à chaque fois j'allais chez elle, et que sa maman était là, c'était ah, ma petite chérie, elle lui faisait des câlins, des bisous et tout ça.
Moi, comme beaucoup d'autres, on n'avait pas beaucoup ça. Nos parents, ils n'étaient pas dans la démonstration de l'affect, parce qu'ils n'avaient pas eu ça non plus de leurs propres parents. Et tout ça, ça me manquait. Donc j'imaginais, c'est terrible, mais j'imaginais la famille idéale, les frères et sœurs, les cousinades, etc. Moi, mon premier contact la langue portugaise et le Portugal, ça a été, le journal A Bola. C'était un rendez-vous religieux, que mon père, avait toutes les semaines. Alors il dépensait pas un sou, hein, c'est tout l'argent était mis de côté, et cetera. Mais par contre, il avait toujours ses petites pièces pour aller acheter son journal, parce que évidemment, c'était, le lien avec le pays. Bon, le football, c'est une religion là-bas, on le sait. À l'époque, c'était, Benfica et je me rappelle encore, j'ai des souvenirs très clairs. Parfois, il m'emmenait avec lui, il revenait et on n'était pas du tout proches avec mon père, mais c'était le seul lien qu'on avait. Il me mettait sur ses genoux et donc il me lisait, le journal. Donc il m'apprenait, à prononcer les mots. Donc je connaissais le nom de tous les joueurs de l'équipe nationale, etc. Et sa plus grande fierté, c'était me mettre devant. Je me rappelle, à l'entrée de la loge, il y avait un calendrier avec, les joueurs, de l'équipe nationale. Donc de me faire, dire, les noms, de tous les joueurs. J'ai commencé à m'intéresser de plus près à la culture, et à la littérature, portugaise, quand je suis allée, donc quand j'étais, 4e, 3e, où j'ai été donc à l'école Boissière, à Paris, qui était une école donc, de portugais, où là on passait vraiment un niveau. Il y avait des professeurs, vraiment, qui étaient eux passionnés, par le pays, et donc qui nous faisaient vraiment rentrer, avant on survolait un peu, j'avais envie de dire, on nous donnait des notions basiques, etc. Là, c'était vraiment, c'était des vrais profs de littérature, des vrais profs d'histoire, et j'ai découvert plein de choses sur, le pays de mes origines, et j'ai trouvé ça incroyable. Donc là, j'ai commencé à dévorer, plein de livres, et je me posais, plein de questions, et mes parents n'y répondaient pas, forcément. Il y avait toujours ce tabou, cette omerta, des choses dont on ne devait pas parler, ou à quoi ça sert d'en parler finalement, c'est comme ça. Et plus tard, quand j'ai été habiter là-bas, j'ai découvert la richesse de notre histoire et de notre culture, et je me dis: «Mais mon Dieu, mais en fait, il y a tellement de choses», et j'ai l'impression qu'ils les ignorent, complètement. Et donc est-ce que ce manque que j'avais l'impression qu'ils ressentaient, c'était, alors évidemment, il y a forcément le manque de la famille puisqu'ils ont laissé leurs parents là-bas, toute la famille du pays, le choc, culturel, tout ça. Mais est-ce que c'était pas aussi finalement, ils ont quitté leur pays trop tôt, ils ont pas été à l'école, donc ils ignoraient un peu, bah, leur propre histoire. J'avais l'impression qu'il y avait ça, aussi. Je suis rentrée aussi beaucoup dans les livres, grâce aux dames chez qui ma maman travaillait, parce qu'évidemment, en plus de la loge, et maman faisait des heures, partout, alors que ce soit dans l'immeuble ou voilà, par connaissance, et parfois elle était obligée de m'emmener avec elle, c'était toujours des dames qui avaient des bibliothèques incroyables, et très tôt, je me suis mise à lire des livres qui n'étaient pas du tout pour mon âge. Mais elle m'encourageait à le faire. Elle trouvait qu'il fallait m'ouvrir l'esprit, et que justement, si mes parents, et notamment ma mère, qui pour le coup, c'est toujours, elle a toujours, ressenti beaucoup de peine de ne pas avoir eu la possibilité de faire des études. Elle s'est arrêtée, à l'équivalent du CM2, hein, à quarta classe, et elle, pour le coup, elle avait vraiment des capacités, elle était douée, ces dames-là me disaient: «C'est pas parce que tes parents n'ont pas pu le faire, ou ne s'intéressent pas à ça, que toi tu ne dois pas t'intéresser à ça». Et donc elle me mettait entre les mains des livres, on va dire un peu interdits pour mon âge. Donc voilà, c'était cette plongée, très tôt dans la littérature m'a vraiment ouvert, les horizons, et c'était une, valeur refuge pour moi.
Et donc, mon deuxième livre là, que j'ai publié, Saudade, bon, j'en reparlerai un peu plus tard. Je parle à un moment donné d'un personnage qui s'appelle Mademoiselle Claudine, qui était une ancienne mannequin un peu, avec des valeurs féministes, qui a appris à lire et à écrire à un de mes personnages qui s'appelle Anna, et qui a initié aussi sa fille Gorette à la littérature. Ben, j'en ai eu plusieurs des Mademoiselle Claudine comme ça, donc c'était important pour moi dans ce livre de rendre hommage à toutes ces personnes qui m'ont façonné, qui m'ont permis de m'évader et qui ont nourri cette passion pour la littérature que j'ai eue très tôt et que j'ai encore aujourd'hui. J'ai vécu à Porto pendant 4 ans, donc quand j'ai fait mes études supérieures. Et là, ça m'a vraiment permis de découvrir aussi une facette du Portugal que j'ignorais vraiment totalement. Cette espèce de solidarité à toute épreuve. Il y a vraiment une solidarité à Porto. A gente do Norte, carago, comme on dit souvent, c'est pas un mythe, c'est réel. Ils sont vraiment. Alors, ils sont bruts de décoffrage, mais ils sont tellement généreux, ils donnent tellement de leur personne, ils peuvent ne pas avoir beaucoup, mais ils vont quand même partager avec toi. Ils sont pas concernés par. Normalement, ils sont absolument pas concernés, ils n'ont pas besoin d'intervenir si tu rencontres une difficulté, mais ils se sentent quand même, et donc ils font tout, ils vont appeler le cousin, le voisin, ça m'a beaucoup émue, et je voyais avec mes copines à la fac comment elles étaient. Ça m'a fait découvrir une autre facette du Portugal et des Portugais. J'ai découvert beaucoup de l'histoire du Portugal parce que j'ai déambulé dans les rues pendant des heures et des heures, j'ai découvert tous ces lieux chargés d'histoire, le vieux Porto, les murailles, donc j'ai commencé à m'intéresser, la cathédrale. J'ai passé beaucoup d'heures vraiment dans le vieux Porto, d'ailleurs on le retrouve dans mon livre Saudade. J'avais l'impression que les murs me parlaient. Alors des fois j'avais l'impression d'être une folle parce que je m'arrêtais, et je m'asseyais, je touchais un peu les pierres et j'imaginais des trucs qui pouvaient se passer. Je me mettais face au pont, à Ponte Dom Luís, et j'observais ces enfants qui sautaient, et j'ai commencé à lire plein de trucs sur le sujet. Pour moi, il y a vraiment une atmosphère spéciale à Porto. C'est quelque chose, je sais pas, d'inexplicable aussi. On sent cette espèce de nostalgie, de mélancolie quand on voit les bateaux sur le long du Douro. On imagine bien ce qui se passait à l'époque des grandes découvertes. J'ai Alors qu'avant, quand j'allais à Porto, parce que mes parents ont investi dans l'immobilier là-bas, et quand ils ont investi là-bas, ben, on y allait régulièrement. Je trouvais ça un peu nul, barbant. Je comprenais pas trop. Bon, je disais, ouais, bon, c'est une ville, quoi, mais ouah, c'est une ville pauvre, regarde les pavés, il en manque un sur deux, les immeubles sont en ruine. Et après, j'ai eu un regard complètement différent, et j'ai vu toute la richesse. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, bouleversée. Aussi bien les gens que la ville, l'histoire, la musique, parce que même si on a tendance à dire que le fado, on l'entend plutôt à Lisbonne, etc., dans le quartier d'Arribail et tout ça, il y a il y a beaucoup de bars, donc certes très touristiques, etc. Mais j'ai commencé à écouter du fado là-bas. Alors pareil, que je trouvais ça absolument nul et chiant, et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de se lamenter? C'est quoi ces cris? C'est triste à mourir. Et là, pareil, j'ai commencé à avoir une autre oreille, à écouter les paroles, à voir comment est-ce que les gens l'écoutent à eux-mêmes, ce qu'ils avaient l'air de ressentir. Et d'ailleurs, il y a une chanteuse qui a été très importante bien plus tard pour me faire découvrir encore plus ce sentiment
de nostalgie, de manque et qui m'a aidé à aimer le fado et l'apprécier encore plus à sa juste valeur, c'est Malise. Je pense que ça a été le cas pour beaucoup de gens parce qu'elle l'a vraiment revisité, elle a vraiment une patte et une empreinte plus moderne. Et là, je suis tombée en amour, donc j'avais l'impression d'être complètement schizophrénique parce que c'était ouais, assez nul, le rejet total. Et puis après, en fait, j'écoutais les chansons et à chaque fois, je pleurais, j'avais la chair de poule. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et j'ai eu la chance de pouvoir assister à un concert de Marisa à Lisbonne en 2006. Et elle chantait cette chanson qu'on connaît tous, je pense, nous en tout cas, fils d'immigrés ou portugais. C'est Urgente da Minha Terra. Donc c'est un texte qui a été écrit par Amalia Rodrigues, hein. Et elle y mettait tellement de cœur, de tripes. Et ce qu'elle chantait, bah, tu sentais que c'était le ressenti qui venait du plus profond d'elle-même. Et là, je me suis mise à pleurer, et je voyais que tous les gens autour de moi pleuraient aussi. C'était vraiment très fort, ça a été un moment très très fort. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est ça, à Saudade, c'est ça le sentiment, c'est ça, en fait, on est des milliers, voire des millions à ressentir tout ça. Mais j'ai jamais lu vraiment quelque chose sur est-ce qu'on a vraiment réussi à mettre des mots? Pourquoi est-ce qu'on garde toujours ça au fond de nous? Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Pourquoi est-ce qu'on ne le partage pas avec les autres? Et je me suis dit, moi, j'ai envie d'écrire là-dessus. J'ai envie d'écrire là-dessus. Alors ça, c'était en 2006, hein, on est en 2023. Saudade est sortie en 2022. Il y a un long cheminement qui s'est fait tout au long de ces années parce que ben, toujours et encore ce syndrome d'imposteur, manque de légitimité. Qui étais-je pour le faire? Est-ce que je vais savoir le faire? Est-ce que les gens vont trouver ça intéressant? Et donc, c'est resté toujours dans ma tête. Donc, j'ai collecté plein de souvenirs, j'ai écrit plein de choses, j'ai plein de cahiers partout. Euh, Quand j'y allais, j'observais quelqu'un, j'écoutais une chanson. C'est quelque chose qui était au fond de moi. Et j'avais envie d'écrire là-dessus. J'avais envie d'écrire sur le Portugal. J'avais envie d'écrire sur ce sentiment de saudade. J'avais envie de rendre hommage à nos parents, à nos grands-parents, à tous ces gens qui ont dû quitter leurs racines, leur pays, leur famille, et qui finalement, ils se sont jamais vraiment exprimés sur le sujet parce qu'ils ont vécu des choses très dures. Et quand je voulais en parler avec eux, bah bon, il y avait pas grand-chose qui sortait. Mais je voulais pas que ce soit non plus un livre que pour les Portugais. Je voulais pas que ce soit un livre purement historique. Je voulais que tout le monde puisse le lire et je voulais que justement tout le monde, donc quand je dis tout le monde, beaucoup aussi des Français, parce que c'est le pays où je suis née et c'est la terre d'accueil de mes parents, de millions de gens, puissent comprendre un peu notre histoire et puissent savoir pourquoi est-ce que ces millions de Portugais ont immigré finalement, ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont laissé là-bas. Et je me suis rendu compte que la plupart des gens ne savaient pas, hein, ne savaient pas pourquoi. Et donc il y a eu cette dictature de Salazar, on entendait parler de Franco, de Mussolini, mais bon, Salazar... alors après, en 74, oui, il y a eu la révolution des œillets, bon, voilà. Mais finalement, toutes ces 40 années de dictature, ben, on sait pas vraiment. C'était un petit truc. C'était pas, non, c'était pas un petit truc. Il y avait vraiment une censure. C'était très, très dur. Il y avait une pauvreté extrême, privation d'éducation, etc. Donc voilà, j'avais envie de donner ça à connaître. Oh, gente da minha terra, agora é que eu percebi. Alors, dans Saudade, donc je parle donc bien évidemment du Portugal. J'évoque la dictature, la révolution des œillets. Et donc, il y a plusieurs histoires dans l'histoire. Bon, j'ai toujours été une amoureuse de l'amour, donc j'ai lu beaucoup de livres sur le sujet. Et donc, j'avais quand même envie de mettre
même si pour moi, ça devait pas être le sujet principal, mais il a pris beaucoup de place après aussi. J'avais envie de mettre une histoire d'amour. Donc, quand j'ai imaginé cette histoire d'amour, j'ai cherché à faire une connexion avec le Portugal. Et comment est-ce que je pouvais la faire? Alors, je parle évidemment de fado. Pas mal de fado dans le livre aussi, parce que forcément, c'était les 3 F, hein, à l'époque de Saint-Lazare, football, Fatima, fado. Donc en évoquant cette partie de l'histoire du Portugal, je ne pouvais pas parler de fado. Et aussi quand on parle du sentiment de saudade, on parle de fado, c'est vraiment lié. J'ai réfléchi à d'autres pays et qu'est-ce qui pouvait s'apparenter au fado. Et j'ai fait la connexion avec le tango. Alors le tango, on y pense souvent comme cette danse un peu sulfureuse. J'ai fait beaucoup de recherches dessus et finalement, quand on écoute les paroles et l'histoire du tango, il y a beaucoup de liens. C'est né dans les faubourgs, ça a été apporté par l'immigration. Il y a une forte immigration en Argentine, notamment italienne. Et souvent, les chansons, ça parle du manque, d'un amour brisé, etc. Donc, j'ai voulu faire le parallèle entre les deux. Et aussi, parce que l'Argentine a été victime d'une dictature, alors certes moins longue, mais qui a été très, très dure aussi. Donc, quand j'ai imaginé l'histoire d'amour entre deux personnages, j'avais envie de faire cette connexion entre deux personnages, pardon, qui qui pouvaient se comprendre dans ces manques, ces similitudes, cette nostalgie. Si mon papa ne parlait pas très bien le français, et encore aujourd'hui, hein, il a un accent vraiment hyper prononcé. C'est ce qui me fait beaucoup rire, parce que mon fils le plus jeune et ma petite nièce, des fois, mais qu'est-ce qu'il dit? Je comprends pas. Voilà, c'est très drôle. Ma mère, par contre, elle parle très bien. Elle lit et écrit pratiquement sans faute, grâce à une mademoiselle Claudine, pour le coup, qui s'appelait Henriette. J'ai glissé à un moment donné Henriette. Il y a un petit personnage dans Saudade qui s'appelle Henriette. Elle qui disait à ma mère, mais vous avez des capacités, si vous voulez aider votre fille à faire les devoirs et tout, moi je vais vous donner des cours. Et ma mère, évidemment, elle avait envie de m'aider, et donc elle prenait des cours de français avec elle. Donc elle faisait des dictées, elle avait des listes de vocabulaire, les accords du participe passé, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui m'ont vraiment marqué. Je m'en rappelle encore parfaitement aujourd'hui, ces cahiers où ma mère écrivait. Puis après, comme une enfant, elle venait me montrer, t'as vu, j'ai fait 0 faute. Elle avait quand même envie d'être comme les autres mamans et venir en aide, ou en tout cas être en capacité de pouvoir le faire si j'avais besoin. Donc ils sont pas nés en France, donc ils avaient aucune notion de la culture française, même si après évidemment on apprend sur le tas quand on habite 40 ans, 50 ans dans un pays. Ils n'étaient pas imprégnés de ça, donc c'était quelque chose qu'ils pouvaient pas me transmettre. Donc toutes ces choses-là, en fait, elles ont été transmises par tous ces petits satellites autour. Beaucoup de gens bienveillants qui vraiment ils avaient à cœur de me faire sentir comme tout le monde, en tout cas que je me sente pas moins que les autres. Et donc moi j'ai pas vraiment eu de mauvaises expériences avec des gens qui pouvaient être méchants, même mes parents. Il y a toujours, voilà, on rencontre toujours, mais il n'y a pas eu de choses vraiment violentes ou on a été entouré vraiment que de gens hyper bienveillants, plutôt admiratifs du parcours de mes parents, enfin de nos parents à tous. Et donc, moi c'est pour ça aussi que j'ai cet attachement à la France également, qui est très fort. Bon, évidemment, j'y suis née, donc.
Mais bon, quand on est biculturel, c'est toujours difficile. Et même si aujourd'hui je dis que c'est plutôt les couleurs du drapeau portugais et l'hymne qui me fait vibrer, et c'est vrai, pour moi, la France, voilà, ils nous ont quand même, ils ont permis à mes parents de nous donner une situation dans la vie, de payer nos études. Mon frère aussi, il a fait des super études, il a une très bonne situation aujourd'hui. Donc, moi, j'ai pas du tout ce sentiment et ça, c'est quelque chose que je déplore, que j'entends de temps en temps. Ouais, non, mais la France, les Français, non, ils aiment pas les immigrés, ils nous traitent comme de la merde. Moi, j'ai jamais senti ça, j'ai jamais eu ce sentiment, vraiment. Et donc là aussi, je me suis sentie un petit peu en décalage avec certaines personnes qui avaient beaucoup ce discours assez vindicatif et parfois même assez haineux, je trouvais. Moi, j'ai pas du tout eu cette expérience. Donc, pour moi, j'ai eu, voilà, comme je disais, que des gens hyper bienveillants qui m'ont aidée, qui m'ont insufflé plein de passion, la découverte de plein de choses, d'univers qui m'étaient un peu fermés. Donc, pour moi, même si je sais que je terminerai pas ma vie en France. Enfin voilà, pour moi, la France, ça a une place spéciale dans mon cœur, évidemment, quoi. Donc, je vis parfaitement avec je suis biculturelle, je suis française et portugaise, même si, voilà, le cœur, le sang, oui, le Portugal, mais je fais pas une scission radicale entre les deux, soit l'un, soit l'autre. Non, pour moi, il y a des belles choses à prendre dans les deux. La musique portugaise aussi, ça a été quelque chose pendant mon enfance. Il y avait des chansons, je me disais, mais mon Dieu, c'est tellement triste. Je me rappelle d'une je pense, alors, le mot est fort, pas traumatisée, mais qui parlait de la mer, de la perte de la mer. Donc c'était Na Monteiro, et je me rappelle les paroles, c'était Mãe, tu partiste, não voltaste, tout ça. Et donc moi, je pleurais, je pleurais. Il y a beaucoup de chansons sur la mer, bah, évidemment. Ils sont arrivés tout jeunes en France, donc c'était des enfants pratiquement, eux aussi. Donc, ils ont coupé le lien très tôt. Et puis quand tu pars là-bas et tu les vois pendant un mois, quand tu reviens, bah, ça y est, c'est parti. Tu sais que pendant ce mois, tu vas plus revoir. Tu as le fameux appel téléphonique le dimanche, tout va bien, machin, hein. Bon, ok, là, il fait beau. Enfin, je trouvais ça tellement triste. Je me dis, mais moi, j'ai pas envie de vivre ça plus tard. Et c'est pour ça que quand je suis partie là-bas et quand ils m'ont laissé là-bas et tout, je comprenais pas. J'avais pas envie de revivre la même chose. Mais pour revenir à la musique, cette chanson, elle m'a vraiment marquée. Celle-ci et toutes celles qui parlaient de la perte de la mère. Encore plus quand ma maman a perdu donc sa propre maman. Donc je me rappelle, j'avais 13 ans, je me rappelle encore où j'étais, comment j'étais habillée, quand on a reçu le coup de fil, et qui disait que voilà, elle était décédée, elle n'était pas malade ni rien. Donc bon, j'ai vu le visage de ma mère, j'ai vu comment ça s'est. Et je me suis dit, mais putain, c'est trop injuste, quoi. C'est trop injuste. Elle est partie, elle a eu 18 ans, elle la voyait une fois par an. Et puis là, elle la perd comme ça. Et puis donc, elle retourne là-bas juste pour la mettre sous terre. Et c'est quelque chose qui m'a obsédée pendant toute mon enfance, toute mon adolescence et ma vie d'adulte. Et là, il faut que je me contrôle parce que généralement, quand je parle du sujet, j'ai envie de pleurer. Donc, je sens les sanglots se former. C'est que je suis obsédée par la perte de ma mère. Et c'est pour ça que j'en parle dans mon livre, en fait. Voilà, voilà, bon, il y a une histoire de deuil, parce que c'est quelque chose qui m'obsède. À chaque fois que le téléphone sonne, bah, même si voilà, ma mère est encore en très bonne santé, tout va bien, et je les vois régulièrement parce qu'ils sont partis, mes parents, à la retraite, vivre au Portugal en 2017.
Mais ils ont gardé un pied à terre en France et donc ils reviennent assez régulièrement et donc on se voit assez souvent, hein, bien sûr. Mais malgré tout, j'ai cette peur. Parce que j'ai vu ce qui s'est passé avec ma propre mère. Bon, et ma grand-mère du côté de mon père est partie aussi d'une façon assez brutale dans un accident de voiture plus tard, mais bon, j'ai vu. Et je trouvais que c'était d'une violence inouïe. Et donc j'avais envie d'écrire sur ce sentiment qui m'obsède, voilà, la perte de la mère, mais la musique portugaise, le folklore portugais qui en parle beaucoup, y a beaucoup contribué, quoi. C'est quelque chose et on retrouve ça chez beaucoup de Portugais, je trouve, hein. Enfin, quand tu les entends parler, ben, je suis retournée juste pour la mettre sous terre. C'est très très dur, je trouve ça, au-delà d'avoir été séparée de ses racines, de sa culture, de sa langue, de sa famille. C'est avoir été coupée de ses parents comme ça d'une façon si violente et de ne pas avoir eu de relation après avec eux. Mais j'ai une espèce de blessure ouverte encore. Euh, par procuration presque, parce que je trouve on leur a volé, et surtout à ma mère, on leur a volé cette chose qui est si importante, qui est le lien avec la maman. Et j'ai lu beaucoup de livres sur le sujet qui ont nourri aussi mon propre livre Saudade, notamment le livre de ma mère, qui est un hommage fabuleux à la mère, et, euh, et le livre de Romain Gary, La promesse de l'aube, pareil, où il rend hommage. Mais elle est déjà partie, c'est trop tard. Et donc, c'est pour ça que ce livre, j'avais envie de le publier. Et c'est terrible de penser ça, mais j'ai pensé, en fait, j'ai envie que ma mère, elle le lise pendant qu'elle est encore là, quoi. Voilà. Ouais. Et donc, j'ai eu la chance de le publier, et ma mère l'a lu. Et, et donc, bah, elle a été, bien sûr, elle a été super émue, et donc je lui dédie, hein, bien sûr, le livre. Et donc, je sais que quand elle a ouvert le livre, elle a vu la première phrase à maman, évidemment. Moi, forcément, ça a provoqué une sorte de bouleversement. Mais je dois dire que quand j'ai dit à ma mère que j'allais écrire Saudade, donc je lui avais donné les grandes lignes. Je lui avais pas dit que je parlais de cette relation avec la mère, de la perte, du deuil. Je lui ai dit que j'allais parler du Portugal, un peu de l'histoire, de la révolution des œillets, etc. Sa première réaction, ça a été me dire, mais ça va intéresser qui, en fait, cette histoire du Portugal? Nous, on est tout petits. Les gens, en fait, ils en ont rien à faire de ça. Je lui dis, mais si, maman, et puis c'est quand même, c'est quelque chose dont on n'a pas assez parlé, c'est un hommage, c'est pour vous aussi. C'est pour notre histoire. Tout ce qui s'est passé, c'est des explications sur tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez subi quelque part, tout ce que vous avez été obligé de faire malgré vous. Ce déchirement, ce déracinement profond. Et elle ne comprenait pas. Elle pensait que ça allait intéresser personne. Et quand elle a commencé à lire les premiers retours, parce qu'évidemment, bah, il y a beaucoup de personnes qui ont acheté mon livre, c'est des gens d'origine franco-portugaise, puisque j'ai eu un formidable soutien de la communauté, des gens que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Vraiment, qui ont vu, bah voilà, Christina, franco-portugaise, elle écrit un livre sur le Portugal, et la couverture, c'est Porto, génial, elle rend hommage à notre pays, et on y va. J'ai eu un soutien incroyable de beaucoup de gens. Je tiens vraiment encore à le souligner, je le dis hyper souvent, et j'ai l'impression de me répéter, mais je suis à chaque fois bouleversée, notamment d'un garçon qui s'appelle Loïc, qui tient un compte Instagram qui s'appelle Português en France, qui lui nourrit ce lien, qui, à chaque fois que je vois ses publications, je fais mais oui, c'est tellement ça. Souvent il y a des trucs, tu dis c'est cliché, mais non, mais en fait c'est ça, c'est les boissons qu'on aime, c'est les lieux, c'est certains sentiments,
et qui lui, sans me connaître, s'est démené pour faire parler de moi dans les radios et tout ça, et qui a donné à connaître pas mal le livre. Donc évidemment, ces gens-là, bah, j'ai reçu beaucoup de messages. Ils m'ont dit merci d'avoir voilà, rendu hommage à notre pays, à notre culture. Même moi, j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas. Mais aussi et surtout, j'ai reçu beaucoup de messages de gens en fait, qui ignoraient tout de notre histoire, de nous. Et qui m'ont dit non mais attends, c'est génial, j'ai découvert un pays, j'ai découvert une histoire, une culture. Tu nous as fait voyager, tu nous as donné envie d'y aller. Et surtout, tu nous as tellement fait comprendre l'attachement que tu avais à tes racines, la fierté. On a senti que tu l'as écrit tellement avec tes tripes qu'on a trouvé ça bouleversant. Donc quand j'ai des retours comme ça, et ben, je me dis que quelque part j'ai réussi, même si je suis très loin d'être une best-seller et tout ça, mais je m'en fous en fait. Les messages que j'ai reçus m'ont tellement touchée parce que je me dis, ah, ils ont compris, ils ont appris, ils ont été touchés, ils ont compris que ouais, j'ai quand même dû ouvrir mon cœur en grand, et j'ai dû mettre mes tripes sur la table, et ça n'a pas été facile parfois, et je me revois en train d'écrire et en train de pleurer. Et à chaque fois, je redisais mes passages et je pleurais. Et donc, mon mari me disait, mais tu as déjà lu ça, genre 150 fois, pourquoi tu pleures encore? Je dis, tu comprends pas. C'est plus fort que moi. Et en parallèle, j'écoutais beaucoup de chansons portugaises pour me nourrir. Donc, celles, les traditionnelles du folklore, mais aussi beaucoup de fado, puisque je parle de fado. Donc, j'ai fait d'ailleurs une playlist qui est disponible sur toutes les plateformes. Et à chaque fois que je l'écoutais, en fait, pareil, je pleurais tout le temps parce que ça me faisait repenser au personnage, à ce qu'elle avait vécu. Puis ça me faisait penser à ce que ma mère a vécu, à ce que mon père a vécu, ce que nous avons vécu, à notre histoire. Ce sentiment euh, un peu d'injustice parce qu'on leur a jamais vraiment rendu hommage, même s'il y a des choses qui ont été faites quand même, hein. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais toujours en pointillé. En tout cas, eux ne sentaient pas légitimité à revendiquer. Alors, les voyages au Portugal, donc le retour tant attendu au pays, il commençait des semaines avant parce que il y avait les courses, il fallait ramener des cadeaux pour tout le monde. Donc, il fallait. Alors, c'était aussi une forme de. Comment dire, j'avais l'impression qu'il y avait ce sentiment, et chez mes parents et chez beaucoup d'autres, de un petit peu de complexe, c'est-à-dire eux qui étaient restés là-bas, mais ils avaient forcément une moins bonne vie. C'était le sentiment que les gens avaient, une moins bonne vie que nous qui étions en France, parce qu'en France, forcément, tu gagnes beaucoup d'argent, tu reviens avec une BM, une Mercedes, donc forcément, tu as une vie incroyable. Ce que les gens ne savaient pas, c'est qu'ils se levaient à 4h30, 5h, ils bossaient des fois jusqu'à 23h, etc. Donc, il y avait aussi il fallait montrer que, bah oui, on était bien, on avait bien réussi sa vie, et puis donc, quand même, on leur a amené des cadeaux, on vous fait participer un peu à notre réussite. Donc, ça passait par des vêtements, je me rappelle, pour mes cousines, pour mes grands-parents, euh, des bonbons, des chocolats. Je me rappelle ramener des boîtes entières, des cartons de ricoré. Je me dis, mais pourquoi de la ricoré et plein de choses. Donc ça commençait par ça. Et puis moi, au fil de l'eau, je me disais, mais attends, mais pourquoi on est obligé de faire ça tout le temps? Enfin, moi ça m'agaçait, quoi. Je dis, pourquoi on est obligé de faire ça tous les ans, une fois de temps en temps, ok, mais enfin, il n'y a aucune obligation, on leur doit pas ça. Au début, j'avais du mal à comprendre ça. Mais ça faisait partie c'était la tradition. Donc, genre, un mois avant, et ben, on allait faire les courses. Donc, il y avait des valises qui n'étaient dédiées qu'aux cadeaux, hein. Et il y avait ça. Et je voyais que d'ailleurs, quand on arrivait là-bas,
Toutes les valises étaient étalées par terre, je me rappelle, dans un grand salon et ma grand-mère paternelle, une des premières choses qu'elle faisait quand on arrivait, c'était ouvrir les valises pour voir ce qui lui était, consacré parce que pour elle, c'était normal, c'était une obligation donc ça a commencé par ça. Les premiers trajets, on les a fait en voiture. Je me rappelle, c'était mes parents avaient une voiture, un peu, vieillotte. C'était une vieille Peugeot, donc pas du tout dans l'esprit, BM et cetera, hein, comme je disais. Je me rappelle de la préparation donc, des pique-niques, c'est forcément, on faisait des choses déjà qui, nous faisaient déjà sentir au Portugal, c'était, rissoles, bifane, il y avait du chorizo, et cetera. Donc c'était déjà l'entrée en matière. Je me rappelle des cassettes toujours que ma mère mettait de musique portugaise, folklore, qui m'agaçait profondément, que je ne pouvais pas voir en peinture et que j'ai beaucoup plus tard apprécié et que j'écoute avec émotion encore aujourd'hui. Quand mon frère est né, donc on a 9 ans de différence avec mon frère, ma mère a fait le premier trajet en avion. Donc c'était assez, pour l'époque, c'était assez incroyable de faire le trajet en avion. Alors nous, on l'a pas fait parce que c'était trop cher, donc ma mère voyageait avec mon frère en avion parce qu'il était bébé et avec mon père, pardon. Nous, on prenait le train couchette et j'ai des souvenirs, incroyables et géniaux de ces voyages où je ne dormais pas de la nuit. Je trouvais toujours, des enfants de mon âge, pour discuter. Et pendant que mon père dormait, j'avais le sentiment de liberté. On était dans les couloirs en train de papoter tous. En train de grignoter et en train de parler de ce qu'on allait trouver là-bas. Ah ouais, et toi, t'es d'où? Et toi, il y a quoi comme fête dans ton village? Et quand tu vas à la plage, tu vas où? Et tu bois ça? Tu manges... Ah, moi aussi, j'adore Oussou, Soumand, etc. On partageait et voilà, il y avait on avait toutes ces choses en commun et on était content de retrouver finalement nos semblables, des gens qui nous comprenaient, qui vivaient un peu comme nous. Euh, voilà les souvenirs que j'ai des voyages. Quand on rentrait, je me rappelle que les premières heures étaient très dures en voiture. Je parle des premiers trajets. Bon, déjà 3 jours avant, tout le monde pleurait, l'ambiance était complètement plombée. Puis voilà, la dernière heure, était Brown, Deus quiser. Bon, ça c'était horrible. Je me rappelle, il y avait encore les douanes et je devais faire semblant de dormir à chaque fois parce que mes parents ramenaient des caisses de Porto et ils ne voulaient pas les déclarer si on avait énormément. Donc moi, j'étais couchée sur les caisses de Porto. Et donc à chaque fois, je tremblais, je me disais, là, je vais me faire prendre, je vais aller en prison, etc. En même temps, il y avait un espèce de sentiment, une excitation d'adrénaline. Une fois qu'on avait passé la frontière espagnole, voilà, c'était plus libre. Mais pour moi, c'est des souvenirs assez joyeux, hein, ces voyages. Finalement, aujourd'hui, je peux dire que avec mon parcours et ce que j'ai fait, j'adore le Portugal, j'y suis très attachée. Mais ça ne veut pas dire que parce que je ne vais pas là-bas tous les ans pendant un mois que j'adore pas. C'est différent. Et donc, je suis pas dans cet engouement ou cette espèce de folie. Alors, folie, c'est peut-être un mot fort, mais enfin, je vois qu'il y a certains, enfin, ils ne vivent encore que pour ça 11 mois de l'année pour aller vivre là-bas le mois d'août. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Par contre, quand le Portugal joue avec la France, c'est inexplicable. C'est comme la plupart, c'est l'hymne portugais qui me fait vibrer. C'est celui qui me met les larmes aux yeux. C'est les couleurs du drapeau portugais qui me font vibrer. Donc il y a toujours eu cette ambivalence, cette dualité. Mais finalement, quand j'ai ces sensations-là, ne serait-ce qu'en regardant le foot, je me dis en fait, voilà,
bah, c'est plus fort que toi finalement. Ce qui coule dans tes veines finalement, c'est le Portugal. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on se pose la question avec mon nouveau mari, puisque je me suis mariée il n'y a pas longtemps, donc j'aime bien l'appeler mon nouveau mari, avec qui je suis depuis très longtemps quand même, qui lui est franco-italien. Et donc sa maman est française, son papa est italien. Et au tout début, quand on s'est rencontrés, je me dis, ah super, il est italien, donc il va y avoir ce truc de l'immigration aussi, on va se comprendre, et il doit avoir lui aussi ce lien avec l'Italie, j'imagine. Et bah pas du tout, pas du tout, il parle même pas italien. Son père, il a fait une espèce de rejet parce qu'il voulait tellement bien s'intégrer en France et pas être assimilé à l'immigration, bah, qu'il leur parlait pratiquement pas italien et ils y allaient très rarement. Et donc quand je l'ai rencontré, je me suis dit, oh là là, mince alors, moi qui quand même ai besoin de voir beaucoup ma famille, d'aller au Portugal assez régulièrement malgré tout, comment est-ce qu'il va le prendre? Et bah, c'est assez très bien passé. Il adore le Portugal. Même s'il dit qu'on mange beaucoup trop et qu'on fait beaucoup trop à manger, il adore notre culture et les valeurs qui se dégagent finalement de tout ça. C'est les valeurs liées à la famille qui sont très fortes, ce que lui ne retrouve pas forcément dans la sienne. Bah, l'amour au drapeau, la fierté, malgré, on a vécu des choses quand même assez difficiles. L'histoire des Portugais, surtout de nos parents, nos grands-parents, a été très dure. Euh, et puis, il admire cette espèce d'abnégation, d'humilité qui découle de beaucoup de Portugais. Et tout ça pour dire que lui, il s'imagine bien aller vivre là-bas plus tard. Et c'est intéressant que ce soit lui qui ait dit ça et pas moi. De toute façon, je n'aurais évidemment jamais forcé la main. J'y aurais pas forcément pensé, mais pour moi aujourd'hui ça a fait du sens dans le cheminement, dans mon parcours d'aller vivre là-bas et pas pour nos vieux jours forcément. Je me vois bien aller vivre dans quelques années. J'ai un projet en cours qui n'est pas sur le Portugal, mais qui est encore sur une autre culture et qui va parler malgré tout une nouvelle fois de cet attachement aux racines, de la transmission mère-enfant. Je l'ai mis un peu entre parenthèses parce que pendant cette période qu'il y a eu de promotion du livre, de toutes ces émotions que j'ai dû absorber, et il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de positifs, mais il y a eu aussi une infime partie, certes, mais il y a quand même eu des propos qui m'ont un petit peu heurtée dans tous les messages qu'on peut recevoir ou dans toutes les critiques qu'il peut y avoir. Il y en a qui m'ont fait mal, donc une nouvelle fois, ça a remis, parce que c'est fragile hein, toute sa vie, on s'est senti pas à la hauteur ou pas légitime pour le faire, qu'on manque de confiance, quand toute sa vie on nous a martelé qu'il fallait pas faire de bruit, qu'il fallait être discret, humble, et ne pas se faire voir et ne pas se montrer. Pendant quelques mois j'ai traversé une phase assez avide où là je me suis dit en fait ouais, c'est ceux qui ont écrit ces choses sur moi, sur mon texte, mais c'est peut-être eux qui ont raison, j'aurais jamais dû me lancer là-dedans. Quelle légitimité j'avais à le faire. Donc je l'ai mis entre parenthèses, mais bon, ça a été l'histoire de quelques mois. Le temps fait, comme pour beaucoup de choses, son affaire. Et là, je vais me replonger dedans. Et donc non, c'est pas lié au Portugal, mais j'ai quelque part dans mes tiroirs un autre projet aussi sur une autre histoire. Je peux pas en dire beaucoup plus, mais ce serait encore plus intime que Saudade. Ce serait plus lié encore plus à mon histoire personnelle. Et en ce moment, je me pose la question de savoir si c'est pas ce projet-là que je vais reprioriser et mettre celui sur lequel j'étais en train de travailler dans le tiroir. Parce que j'ai toujours cette histoire qui m'obsède de
faire sortir les choses tant que mes parents sont encore là. Là, je les vois vieillir, je les vois un peu plus diminuer. Moi, personnellement, ça m'obsède, quoi. Et donc, voilà, je me dis, ce projet qui va encore parler un peu du Portugal et un peu finalement de nous, est-ce que je devrais pas le remettre là tout de suite sur la table pour qu'il puisse sortir Ouais, c'est terrible de penser c'est terrible de penser à ça. Mais j'y pense tout le temps. J'y pense tout le temps et ça, c'est incroyable comme ça aura conditionné certains de mes comportements, de mes façons de penser. Et ça, c'est vraiment, je pense, beaucoup, beaucoup, beaucoup lié à ces non-dits, à leur vécu, à ce sentiment de, bah, moi j'ai appelé ça cette espèce de chape de plomb qu'il y avait toujours sur nous, de tristesse de laquelle on ne pouvait pas parler, de manque. Ouais, peut-être que je vais finalement ressortir ce projet du tiroir plutôt que prévu. Merci Christina pour ton sourire et ta gentillesse. Et si vous ne l'avez pas encore lu, vous avez maintenant une petite idée du prochain roman à prendre avec vous pendant les vacances. Tous les liens sont dans les informations de l'épisode. Suivez-nous sur Instagram, sur le compte À Gauche Tout Podcast et retrouvez la playlist de l'invité sur le site www.agauchetout-podcast.com. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à commenter et à ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. À très brève!